Mes racines de la décroissance, moi, elles viennent du fait que j'ai travaillé à l'étranger. J'ai enseigné en Mauritanie, j'ai enseigné, alors là, en lycée mauritanien, ce que je faisais moi, à l'époque mon service militaire. Ok. Après, j'ai enseigné au Niger et j'ai enseigné après à l'île Maurice. Alors en tout, j'ai dû faire 14 ans quand même. Et vous qui avez vécu dans des pays que nous, on classifie comme partie des Suds, Oui. ça vous évoque quoi, les Suds? Ça vous semble juste ou ça vous fait grincer l'oreille? Non, c'est-à-dire la plupart du temps, quand il y a une distinction, elle a toujours été en quelque sorte forgée ou inventée pour répondre à une question qui posait problème. Je disais que si je prends par exemple mon expérience Mauritanie, Niger et puis Maurice, je m'aperçois bien sûr que ce sont les Suds, mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on fait la distinction Nord-Sud, la distinction Nord-Sud, c'est vraiment une distinction nordiste ou de blanc. C'est une distinction, comment dire, latitudinale. On voit les choses, alors qu'en réalité, quand on est au Niger ou en Mauritanie, les relations, elles sont plutôt, comment on va dire, tropiques. Enfin, c'est des tropiques plutôt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, par exemple, Niger-Mauritanie, c'est la bande sahélienne. Si vous prenez Mauritanie, Mali, Burkina, Niger, Tchad, Soudan, enfin donc vous faites la bande sahélienne, il y a là quelque chose qui a du sens. La comparaison, par exemple, Niger-Mauritanie avec l'île Maurice, non, l'île Maurice, on va refaire une autre bande. L'île Maurice, c'est la Réunion, c'est, comment dire, Madagascar un peu, c'est surtout l'Afrique du Sud. Donc, alors après, les Suds, je pense que c'est intéressant, surtout quand on regarde les migrations. Les migrations, elles sont sud-sud, hein, quand on entend certains mouvements nous expliquer qu'il y a un péril de la migration verticale du sud vers le nord, la plupart, ils sont sud-sud et surtout pays voisins. Enfin, c'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il y a deux intérêts. Il est toujours intéressant d'avoir un terme global. Parce que à trop découper les problèmes, à trop les parcelliser, à trop les morcelliser, en fait, la plupart du temps, on ne s'occupe plus alors que des effets. Et si on veut, je dirais, un peu politiser la réflexion, il faut remonter aux causes. Et en fait, remonter aux causes, bon, bien sûr, elles se font dans des contextes, elles se font dans des situations, dans des passés historiques, dans des passés coloniaux, qui sont différents. Il n'empêche que, pour moi, il doit pouvoir être bon toujours de fournir à un moment un jugement qui est un peu catégorique, qu'on va développer après. Hein, mais bon, parce que la décroissance, qui est un mouvement quand même qui est très jeune, enfin, même si le terme, c'est toujours un peu difficile de savoir quand est-ce qu'il a été prononcé pour la première fois avec le sens, parce que bon, sinon on a toujours parlé de la décroissance démographique, ou aujourd'hui, pour l'essentiel en géographie, la décroissance, c'est les villes de 15, les villes moyennes qui s'appauvrissent pour l'essentiel. Quand on tape décroissance urbaine, on va voir ce genre de choses. Hein. Donc le mot je veux dire, c'est pas nous qui l'avons inventé, ce mot, mais avec le sens que nous prenons, il aurait été utilisé la première fois peut-être par André Gorz dans une interview. Après, il a été repris, on le sait, par un livre de Georgescu Roegen, que lui-même n'avait pas pris comme titre. En fait, c'est un recueil d'articles. Et il va être réutilisé, je dirais, à la fin du millénaire précédent. Et donc au début de celui-là, essentiellement par Serge Latouche. Toute personne qui lit un tout petit peu de décroissance, il tombe sur un livre de Serge Latouche, et normalement très vite, parce que Serge Latouche, on a un triangle, Serge Latouche, décroissance, puis l'autre c'est décolonisation de l'imaginaire. Et à ce moment-là, on a l'impression que les gens ne s'occupent que du mot imaginaire, sans s'apercevoir qu'il a choisi le terme de décolonisation. C'est-à-dire que, et par définition, me semble-t-il, la décroissance naît dans une pensée que maintenant on appellerait décoloniale. Et donc la décolonisation de l'imaginaire, cette colonisation, elle n'est pas qu'une colonisation économique, elle est une colonisation par un modèle, elle est une colonisation par les flux. Le point important, c'est quoi? C'est que ça soit une critique de ce que moi j'appelle l'hégémonie de la croissance, c'est-à-dire pas simplement en tant que boussole économique, mais aussi en tant que, comment dire, modèle social, modèle culturel, modèle de société, c'est-à-dire l'ensemble des... Moi je mets toujours les normes, les modes de vie, etc. On est d'emblée là dans des, comment dire, interrogations sur quel est l'impact de nous les Blancs
sur, des pays du Sud ou sur le Sud. Et fondamentalement, l'influence de l'Occident, l'un des premiers livres de Serge Latouche, c'est sur l'occidentalisation du monde. Si on prend la Banque mondiale et ses programmes d'ajustement structurel, enfin, quand on sait ce que c'est, vous devez savoir ça mieux que moi, c'est absolument terrible. Au Niger, concrètement, le programme d'ajustement structurel, c'est bon, vous n'avez pas lancé assez d'instituteurs, et bien c'est bien simple, vous ferez une classe le matin, puis une deuxième classe l'après-midi, et puis vous prendrez 60 élèves par classe, et par là, normalement, vous ne ferez pas 30, vous aurez 120 élèves. Bon. Ça fait partie vraiment de la question de la décroissance qui serait inadéquate. Moi, je peux vous dire que les gens les plus riches que j'ai jamais vus, c'était en Mauritanie, c'était au Niger. En Mauritanie, j'avais un élève qui ne supportait pas que son prof de philo aille à pied et en vélo. Et donc, il m'envoyait une voiture avec chauffeur. Attendez, une fois une Rolls-Royce, une fois une Bentley, il me dit, mais quelle voiture vous voulez? Parce qu'il croyait que c'était une affaire de voiture. Je veux juste aller à pied et aller en vélo tranquillement, etc. Mais c'est richissime, comme on n'imagine pas. On n'imagine pas. Bon. Et effectivement, les pays du Sud doivent, pour moi, ils sont en première ligne, et c'est presque pour eux, peut-être pour le dire en termes classiques, parce qu'ils sont sur une pseudo-trajectoire que tout le monde devrait suivre, qui serait le schéma occidental, puisqu'ils sont, si on fait semblant de valider ce schéma-là, ce que je ne fais pas, mais je peux faire semblant de le faire, eh bien, comme ils sont plutôt en retard, au fond, en quelque sorte, il est peut-être plus aisé pour eux de se désoccidentaliser. C'est-à-dire que quand on est un petit peu conscient du mal que nous faisons en faisant la leçon, si c'est pour aller faire la leçon sous l'étiquette décroissance, fondamentalement, ce n'est plus faire la leçon sous l'étiquette croissance, mais c'est toujours faire la leçon. C'est-à-dire, c'est typiquement une attitude de blanc. Donc, alors, de cela, nous en avons conscience. Et donc, à l'époque, il y avait encore pas mal de nomadisme. Et donc, la question, c'est le problème de l'eau. Et donc, ce que faisaient la plupart des ONG, on voyait apparaître des ONG allemandes, françaises, américaines, etc. En fait, ils faisaient toujours à peu près pareil, c'est-à-dire qu'ils viennent avec une foreuse, ils creusent le puits, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres, 70 mètres, ils creusent, Et puis après, ils mettent une motopompe. Et puis, ils tirent l'eau, ils désignent quelqu'un, comme la motopompe, tout le monde ne doit pas l'utiliser, ils désignent quelqu'un qui est le technicien, ils désignent quelqu'un qui est le régisseur politique en quelque sorte. Donc, ils créent des structures typiquement occidentales, l'eau au milieu du village, donc une géographie. Alors que sans jamais se demander pourquoi, quand il y avait de l'eau, c'était à 5 km ou à 2 km et que les femmes, elles sont entre elles, elles éduquent entre elles, elles ont de la liberté, elles ne sont pas sous les hommes, tout simplement. Donc, donc on brise une structure, on met quelque chose sur les hommes parce que c'est plus commode, on fait une motopompe, on crée donc des structures politiques d'expertocratie technocratique, on crée quelqu'un qui, le chef va renforcer son pouvoir, c'est un peu comme l'histoire de Lévi-Strauss chez les Nombiquara, le type qui fait semblant d'écrire parce qu'il s'est aperçu que Lévi-Strauss distribue des cadeaux, etc. Donc on retrouve vraiment ces mêmes schémas. Et on se dit, mais vous n'avez même pas lu Triste Tropique avant de faire vos conneries que vous prétendez faire. Et puis il faut une motopompe, et puis la motopompe. Et du coup, il faut acheter régulièrement du gasoil, ou de l'essence, pour ce qu'ils mettent. Et donc, pour cela, ils sont obligés de produire en dégageant des surplus. Donc là, on commence à sortir de simplement la production vivrière autosuffisante, puisqu'il faut produire des surplus, qu'on se met à les vendre à un marché, même si c'était un marché plainement acceptable, en réalité, on a mis le doigt dans l'engrenage, et on se met à un moment à produire pour produire des surplus. C'est plus personne ne les utilise, on les a laissés s'ensabler. Parce qu'en fait, les femmes n'en voulaient pas, puisque l'eau était, alors on va dire une corvée, une activité de la reproduction sociale par les femmes. Les femmes n'en voulaient pas, parce qu'elles voyaient bien que là, elles étaient du coup, aussi bien dans la gestion de l'eau que toute la vie, elles se retrouvaient sous le regard des pères et des maris. Cela n'était pas question. Fondamentalement, si je prends le triptyque donner, recevoir, rendre,
que vont-ils me rendre? Quand on est à ce point asymétrique, que veut dire donner à quelqu'un qui, s'il le reçoit, ne pourra pas rendre? Là, ça marche vraiment bien. Et là, il y a une vraie difficulté. On lie en fait la croissance économique, la technique, la technicisation du monde à une émancipation des femmes et à cette idée que si on développe les pays du Sud, on permettra aussi, que ce soit les femmes, les minorités ethniques, minorités sexuelles, d'accéder aux mêmes droits que les dominants. Alors, ça va être compliqué. C'est une question difficile parce que, pour le dire vite, il est incontestable que ce que nous apportons, nous, en termes de santé, de technique, PMI, enfin les centres médicaux, je ne sais plus quoi, de la petite enfance, etc., incontestablement, on sait que ça sauve des vies, on sait que ça permet aux femmes d'être en meilleure santé. Donc, c'est un peu compliqué parce que c'est assez compliqué en fait. C'est pas si simple. C'est pas si simple qu'un récit standard qui dirait elle faisait plein de gosses qui mouraient tôt. Comme ils mouraient tôt, elle en faisait tout de suite et elle-même elle mourait tôt. Et puis nous on est arrivés, on apporte, comment dire, tout à notre bagage essentiellement en santé, etc. Et puis c'est nous qui sommes les déclencheurs de la transition démographique. Ça serait une sorte de récit standard au final. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que quand nous avons, entre guillemets, apporté des techniques incontestablement positives, enfin, oui, on va dire comme cela, il y a une inertie culturelle qui fait qu'elles continuent à produire des enfants, mais comme elles sont en meilleure santé et que les enfants sont en meilleure santé, ils ne meurent pas, elles ne meurent pas elles-mêmes. Donc, en fait, nous sommes la cause de l'explosion démographique. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Sans être technophile fanatique, ce que je ne suis pas, mais même en étant technocritique, sans être technophobe, mais tout en étant technocritique, on peut quand même valider que la technique peut apporter quelques bienfaits. Quand on apporte une technique, on n'apporte jamais simplement un savoir-faire et un procédé. On apporte ce que quelqu'un qui s'appelle Gilbert Simondon appelle un halo technique. C'est le premier Gilbert Simondon qui a... Gilbert, c'est un Français qui est peu connu, mais... et on apporte avec lui, en fait, un mode de vie. Moi, j'ai une formule, je dis le mode d'emploi est un mode de vie. Quand je lis un mode d'emploi, en fait, je découvre un mode de vie, c'est-à-dire vraiment, en fait, j'apporte un monde. Et donc là, quand on se met à poser la question, non pas d'un point de vue économique ou de santé publique, etc., mais qu'on pose la question, moi ce que j'appelle en termes normatifs, c'est-à-dire quand on va se mettre à évaluer, à juger, etc., il faut bien voir que nous avons un tank, un rouleau compresseur normatif qui s'appelle les droits de l'homme, qui s'appelle l'universalisme. On a un rouleau, c'est-à-dire qui prétend précisément être suffisamment haut pour absolument être le parapluie sous lequel. Là, de ce point de vue-là, nous les décroissants, on est des critiques. Et là, Serge Latouche le dirait mieux que moi. On est des critiques de l'universalisme. Est-ce que je peux venir avec mon discours rouleau compresseur, universaliste, etc. C'est pas évident. Dire il faut les laisser faire, c'est pour moi une vision zoo. C'est-à-dire que, ouais, bon, on ne fait plus comme avant, on les faisait venir à l'exposition universelle, mais on les laisse là où ils sont, mais comme de toute façon on va aller faire du tourisme. Mais c'est une vision. Moi, la vision zoo, c'est en fait, c'est pas mon affaire de savoir si le lion qui est là derrière, ou le singe est bien traité, etc. Ah, notre universalisme à nous et notre façon à nous de penser le rapport à l'autre, il est là-dedans. Donc, nous, les décroissants, nous défendons la notion de pluriversalisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Moi, j'aime dire que, par exemple, si vous prenez Pachamama, pour moi, c'est un universel. Et moi, ce que je dis, en fait, c'est que il ne faut pas confondre universel. Nous, les Blancs, nous croyons que l'universel est unique et qu'il doit être unanime. En réalité, il suffit juste de dire que c'est pas parce qu'il y a la même racine 1
que l'universel c'est unique. En fait, il peut y avoir plusieurs universels. Il suffit juste de l'universel. C'est quoi l'universel? C'est quand un moment ce que moi j'appelle une humanité dit un propos pour les autres humanités. Eh bien, donc moi je prends l'exemple, pour moi un universel c'est comme un phare. Là aussi, on a des choses à recevoir du Sud, parce que effectivement, la notion de terre-mère par exemple, nous on l'a pas. Et c'est un véritable universel qui peut parfaitement nous éclairer. Déjà, est-ce que la paix est un prérequis pour la décroissance? Est-ce qu'on peut penser la décroissance dans un monde en guerre? Alors, il y a des décroissants naïfs qui croient que l'objectif de la décroissance est un monde dans lequel tous les hommes ne seront plus devenus que la meilleure part d'eux-mêmes. Bon, donc à ce moment-là, dans un monde parfait, avec des hommes parfaits, il n'y aura plus de problèmes de violence et de guerre. Ça, c'est typiquement une vision colonisée par, pour moi, le régime de croissance, qui croit que l'une des matrices de solution, par rapport à ce que j'ai l'autre jour, du libéralisme, c'est l'individualisation. Croire que la source de la violence est, dans l'individu, c'est typiquement quelque chose qui participe de la construction individuelle de la société et de ce que serait que vivre en société. La violence, même par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, elle naît entre les gens.